Donc, je voudrais appeler à la tribune Patrick Karcher, Béatrice Laurin, Alice Casagrande et Vivien Noël. Tous les quatre, vous allez avoir l'occasion de les revoir au cours de ces 2 jours. Donc, pour quand même que nous puissions déjeuner à une heure qui ne soit pas trop délirante, je vous propose qu'on s'arrête à 13h15 et qu'à 13h15, on donne la parole à François Blanchard pour clore cette première matinée. Et donc la thématique là, de cette table ronde porte sur le dialogue entre les expériences et les expertises. Et puisque Armelle a déjà introduit le sujet, et Jean-Christophe Weber aussi ce matin, on peut peut-être aller vite sur le premier point qu'on avait envisagé d'aborder. Mais Patrick Karcher, vous êtes donc médecin gériatre, praticien hospitalier au pôle de gériatrie des hospices universitaires de Strasbourg. Vous êtes aussi chercheur associé dans un laboratoire de philosophie des sciences. Et donc, comment vous les expériences, expertises, il faut les distinguer, il faut les opposer, il faut les réunir. Comment vous abordez ce sujet ? Alors, ça va être relativement difficile, notamment après la brillante présentation faite par Jean-Christophe et Michel ce matin. Je vais être beaucoup plus simple et essayer de voir comment expérience et expertise sont imbriquées dans la pratique médicale en général, et puis de voir un peu comment dans les maladies neuroévolutives, bien, ça devient nécessairement encore plus compliqué. Donc, pour qu'un soin se fasse, il faut nécessairement qu'à un moment ou à un autre, une personne fasse part de son expérience à un soignant. Et c'est une étape essentielle. C'est une étape qui, comme l'a dit Jean-Christophe tout à l'heure, est actuellement relativement négligée, au temps où c'est surtout la technique qui est survalorisée, ou les recommandations. Et comme le disait déjà Canguilhem, que je vais également citer, eh bien, le soignant a tendance à penser que sa science est une langue parfaite, alors que le malade, lui, parle en jargon. Or, c'est vraiment de ce jargon, de cette expérience, que peut naître une relation thérapeutique et pas simplement une simple relation de prestation technique qui est nécessairement médiocre. Ce que cherche quand même le patient, c'est à un moment ou à un autre une expertise. Alors, je ne vais pas revenir sur les débats au niveau de l'expertise, mais dans le sens d'une grande habileté, d'un grand savoir-faire acquis par l'expérience. Je vais résumer ça à ce niveau-là. Et puis, avec l'évolution des maladies chroniques ces dernières années, le patient lui-même a pu acquérir au fur et à mesure une connaissance fine de sa maladie, de son traitement, de ses conséquences. Et puis, il rajoute, bien sûr, son savoir, comme disait Madame Debrus, son savoir expérientiel, qui est également utile aux soignants. Et je crois qu'on parlera tout à l'heure du patient expert, effectivement, qui peut intervenir à ce niveau-là, comme lien entre les soignants et les malades, mais également dans l'instruction des jeunes soignants. Alors, lorsque la maladie neuroévolutive apparaît, et surtout lorsqu'elle évolue, eh bien, ce schéma-là est relativement perturbé, parce que atteindre l'expérience d'un malade à un stade avancé devient extrêmement difficile, et il faut faire preuve d'inventivité pour rechercher ce vécu et pouvoir faire le soin. Pour l'expertise, la maladie neuroévolutive, je n'irai pas jusqu'à ce que disait M. Le Breton, mais quand même, il y a encore énormément d'incertitudes. Alors, je ne sais pas si ce n'est absolument pas une maladie le plus souvent, mais en tout cas, les incertitudes sont extrêmement importantes. Et elles deviennent encore plus importantes lorsque la maladie évolue, où souvent on se retrouve sans aucune expertise, et où c'est l'inventivité du quotidien, de la pratique, qui va permettre de résoudre certaines situations compliquées. Et puis, concernant le patient, eh bien, il y a un rôle tout particulier des proches aidants qui, plus encore que le patient, vont faire l'expérience progressivement de la maladie et de la façon dont le patient la vit, le malade la vit, et dont on le prend en charge. Et cette expertise-là aussi est extrêmement importante. Merci beaucoup pour ces premiers éléments. Alors, je me tourne vers Alice Casagrande, qui est directrice de la formation, de l'innovation et de la vie associative à la FEAP. Quand on a préparé la table ronde, tu nous as dit l'expérience et l'expertise, il ne faut surtout pas les opposer. Souvent, on pense que l'expérience est du côté du vécu, c'est individuel, c'est intérieur, tandis que l'expertise serait plus objective, plus universelle, plus partagée. Donc, pourquoi il ne faut pas les opposer ?
Il y a un continuum et effectivement ça a été très bien dit par Armelle Debreu à l'instant. La notion de savoir expérientiel, elle est très nouvelle, elle s'installe, elle est un petit peu encore timide parmi les grandes notions que les professionnels utilisent. Moi, ce que je pourrais dire, moins pour mon poste à la FEAP d'ailleurs que pour une action que je mène en partenariat avec d'autres, dont vous avez le document à l'extérieur qui s'appelle Associons nos savoirs, c'est qu'il y a un continuum entre une expérience personnelle d'une maladie, d'un handicap ou d'une difficulté sociale. On pourrait dire aussi, d'ailleurs, pour élargir une expérience personnelle d'une difficulté de vie, je pense à quelqu'un qui aurait traversé le chômage pendant très longtemps, je pense à une expérience de divorce, par exemple. Ce sont aussi des épreuves de la vie, et Armelle Debreu a cité ces épreuves. Il y a un continuum entre ce moment où on vit quelque chose de particulier sous la forme de l'épreuve, et puis ce moment où on est capable d'en faire un savoir, un bloc qui va contribuer au savoir et qui pourra circuler et être mis au service du développement des compétences des autres. Ce continuum, il a quand même un certain nombre de prérequis. Là aussi, Armelle Debreu, à mon avis, a tout à fait raison. Elle voit très juste, je pense, quand elle nous mentionne le collectif. Un savoir expérientiel qui devient expertise mobilisable, notamment dans la formation, il passe au moins, je pense, par 4 étapes. Une étape de conscientisation, c'est-à-dire que ce que je vis, ce dont je souffre, je commence à avoir une capacité de le nommer, de l'extérioriser. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est un adossement au collectif, c'est-à-dire j'écoute d'autres malades, j'écoute d'autres aidants, j'écoute d'autres personnes qui vivent la même chose que moi, hein, le chômage, le divorce, que sais-je encore, l'exil, par exemple, pour parler des migrants. Et j'adosse en fait mon expérience à quelque chose d'un petit peu plus collectif, d'un petit peu plus général. Troisième étape, c'est celle du recul émotionnel, qui fait qu'une personne va pouvoir être contributrice, par exemple, dans une réflexion d'établissement, dans une instance ou dans la formation professionnelle. Qu'est-ce que c'est que cette étape de recul émotionnel? C'est au fond se dire ce que je vis, ce que j'ai vécu ne brûle plus tellement que ce soit impossible de m'en détacher. Et non seulement ça brûle plus, mais c'est même quelque chose dont je peux rire. Et là, je pense ici à une expérience citée pour caractériser le savoir expérientiel. C'est une expérience qu'un chercheur observe dans un groupe d'entraide mutuelle de femmes atteintes de la maladie d'Alzheimer en Suède. Ces femmes donc discutent de leurs différentes problématiques autour de la maladie, de la perte de mémoire. Et à un moment, elles en viennent à parler de leurs difficultés à faire la cuisine. Et c'est un chercheur est là qui les écoute, et donc elles discutent de leurs difficultés, naturellement liées à l'avancée de la maladie, avec, vous l'imaginez, vous le savez bien, énormément d'angoisse, d'inquiétude. Et à un moment, il y en a une qui prend la parole dans ce groupe et qui dit « Ah oui, mais en fait, moi je sais pourquoi j'ai du mal à faire la cuisine maintenant et d'où c'est venu. En fait, c'est venu du moment où j'ai acheté cette nouvelle cuisinière très moderne. » Elle a un petit sourire, et il y a une autre dame du groupe qui a le même sourire de connivence et qui ajoute « Ah oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Moi, c'est quand j'ai acheté ma nouvelle spatule. » Et elles éclatent de rire, et le chercheur dit « Il y a là ce qu'il appelle un rire de reconnaissance. » Donc il y a une espèce d'implicite là, partagé, qui est de nature émotionnelle, mais qui est bien collectif, et qui est bien une prise de recul. Donc le recul émotionnel fait partie de la construction de l'expertise et du savoir expérientiel. Et la dernière étape, c'est la généralisation. Ce que j'ai vécu s'inscrit dans un système de santé, un système juridique, un système associatif. Autrement dit, je ne suis pas, moi, une espèce de monade perdue avec mon éprouvé extraordinairement physique et proche, et tellement proche que je n'ai pas de mots. J'ai les mots, j'ai les autres qui m'ont aussi donné leurs mots, fait circuler. J'ai un recul émotionnel et puis je suis capable de généraliser et de parler du système de santé et pas seulement de moi-même. Merci beaucoup. Alors, je précise que Alice Casagrande est présidente de la Commission pour la promotion de la bientraitance et de la lutte contre la maltraitance, et qu'elle a aussi travaillé récemment aux côtés de Myriam El Khomri sur la mission métier du grand âge. Et je la remercie, de même que je remercie le docteur Karcher d'avoir rappelé qu'il peut y avoir de l'expertise où malgré tout on reconnaît qu'il y a de l'incertitude et qu'on ne sait pas tout. Et je remercie Alice de nous avoir rappelé que s'il y a de l'expérience, c'est d'abord
d'abord qu'il y a une épreuve de la négativité, il y a d'abord une souffrance, une épreuve, une douleur, ce qui nous donne de l'expérience. Queneau disait, les peuples heureux n'ont pas d'histoire. C'est un peu la même idée. S'il n'y a pas une expérience d'une forme de négativité ou du mal, il n'y a pas d'expérience. Et on a besoin d'expertise, peut-être, si je résume ce que tu dis, pour, à partir de cette expérience première, essayer de la dépasser par un savoir un peu plus élaboré. Oui, mais on fait aussi dans la grande épreuve, et vous en êtes les témoins vivants, on fait aussi l'expérience de la fraternité et de la solidarité. Donc, cette négativité, oui, mais il me semble qu'il ne faudrait pas se dire pour autant qu'on ne fait d'expérience que du manque, du creux et de la souffrance. C'est l'intuition qui me venait en t'écoutant. Alors, Béatrice Laurin, je me tourne vers vous maintenant. Vous avez été la pilote d'une des toutes premières Maya en France, dans le Haut-Rhin, à Mulhouse, si je ne me trompe pas, qui avait été une plateforme qui avait été site précurseur et qui avait participé à l'expérimentation. Et je voudrais qu'avec vous, on parle un peu plus, on se focalise sur un aspect de notre sujet, qui est le partage d'expériences ou de savoir ou d'expertise entre les professionnels, puisque comme vous le savez, sur les maladies neurodégénératives, il y a une multiplicité d'intervenants professionnels, une multiplicité de métiers, on pourrait les citer, mais il y a tous les corps médicaux, il y a les infirmières, il y a les cadres infirmiers, il y a les kinés, les ergothérapeutes, les orthophonistes, les psychomotriciens, et puis on pourrait aller élargir le cercle. Comment tout ce monde-là fait pour échanger des savoirs? Est-ce qu'il y arrive? Quelle est votre réflexion là-dessus? Alors justement, les Mayas, je me permets juste de cette introduction, c'est bien un dispositif d'intégration des aides et soins. Ce qui veut bien dire que d'emblée, on essaye de lier les deux et on pense que les deux sont indissociables. Je pense que ça a son importance et donc dans ce volet Maya, je vais me centrer sur la mission des gestionnaires de cas. C'est une profession interdisciplinaire et ça aussi c'est important. C'est des ergots, des assistants sociaux, des infirmiers, des psychologues qui pourtant exercent la même mission. C'est-à-dire qu'on va leur demander de s'emparer du même outil gériatrique standardisé pour mener des expertises. Mais on voit bien d'emblée qu'il y a une ouverture puisque ça veut dire que chacun va venir déjà avec une compétence qui lui est propre. Alors, le public, là aussi, ce n'est pas anodin, c'est un public qui, dans sa quasi-totalité, est atteint de maladies neuroévolutives et souvent à un stade avancé, et c'est un public à domicile. Et public dit complexe, donc il y a plein de critères de complexité qui se rajoutent. Dans cette évaluation expertise, il y a bien sûr la mesure des incapacités, des capacités restantes, des moyens de compensation, ce n'est pas des mots très sympathiques tout ça, mais il y a aussi et surtout qui est cette personne? Comment elle a vécu avant? Qu'est-ce qu'elle a exercé comme métier? Quelle a été son histoire de vie? Est-ce qu'elle a eu des enfants? Est-ce qu'il y a eu des remariages? Est-ce qu'elle a perdu un conjoint? Est-ce que son métier lui plaisait? Comment s'est passée cette vie? Est-ce qu'elle a eu des hobbies, des loisirs, une vie sociale? Ensuite, l'autre question, donc on voit d'emblée qu'on sort d'un champ plus technique vers un champ plus subjectif, la vie des gens. Et ensuite, en fin de compte, est-ce que cette personne demande quelque chose? Est-ce qu'elle a elle-même des attentes? Et parfois c'est, moi j'aime bien manger, j'aimerais bien manger tous les jours à midi. Mais est-ce qu'elle en a des attentes? Est-ce qu'elle n'en a aucune? Est-ce qu'elle ne veut rien savoir? Et les aidants, est-ce qu'ils en ont? Est-ce que c'est en contradiction avec les attentes de la personne? Et les professionnels, quand ils sont déjà en place, quelles sont leurs problématiques ou leurs attentes? Alors, on se rend compte très vite que pour une personne âgée, parce qu'il s'agit d'un public donc à domicile âgé, on peut être amené à avoir une multitude d'expertises, je pense. Alors, je ne vais pas vous les citer tous, mais quelques exemples. Ils peuvent passer en unité cognitivo-comportementale à l'hôpital, ils peuvent passer, l'équipe spécialisée Alzheimer peut intervenir, ils peuvent aller en accueil de jour, il y a les gestionnaires de cas, il y a le service de soins infirmiers à domicile qui intervient, et chacun va évaluer cette situation et faire une expertise. Et ça, je pense qu'il faut impérativement qu'on l'ait à l'esprit. Je pense au mot d'Armel Debru. Est-ce que l'expertise, est-ce qu'il n'y a pas des blocs dans l'expertise, mais des blocs qui vont s'assembler? Et pour que cette personne, pour qu'on puisse lui offrir un projet cohérent,
eh bien, va se poser la question, est-ce qu'on prend en compte toutes ces expertises et est-ce qu'on veut toutes les prendre en compte? Je pense aux auxiliaires de vie, ça a été un peu cité. Les auxiliaires de vie sont les personnes vraiment qui permettent aux personnes en difficulté de rester à domicile. C'est souvent des accompagnements au quotidien. Une auxiliaire de vie intervient suite à une expertise, évaluation, parce qu'on va lui dire, voilà, là, il y a telle difficulté, il faudrait par exemple une aide à la toilette ou une stimulation repas. Donc, elle va être missionnée pour exercer, pour appliquer. Mais si, au cours de cette intervention, on avait une situation qui avait été particulièrement douloureuse, elle intervenait auprès d'une dame qui avait une maladie d'Alzheimer à un stade très avancé, 2 enfants handicapés à domicile, on ne l'invente pas, de 50 ans, et un mari qui ne comprenait pas la pathologie de son épouse. Il ne comprenait pas qu'elle ne puisse plus faire à manger, qu'elle ne puisse plus avoir sa mission antérieure, entre guillemets. Et en fait, quand les aides se sont mises en place, il mettait tout en difficulté. Et par exemple, il demandait à son épouse de rester assise. Elle devait rester assise sur une chaise, alors que cette dame avait un besoin particulier de déambuler. Eh bien, grâce aux observations de cet auxiliaire de vie, on a changé les aides et on a priorisé par rapport à une promenade quotidienne, lui permettre de sortir. Donc, on voit bien que ce regard, qui devient un regard d'expert, est complètement important pour la personne malade. Et ensuite, comment permettre la rencontre des expertises? Comment faire pour qu'elles se parlent? On a tous le même objectif. On veut pouvoir apporter un plus à la personne âgée, ou je parle personne âgée, excusez-moi, parce que c'était notre public, mais on peut tout à fait ouvrir. Chaque expert ou chaque intervenant a pour souci de trouver une solution dans une prise en soin bienveillante. Quand on n'a pas tous les éléments, on peut complètement se tromper et on peut aller à l'encontre de l'objectif. On avait je pense à une dame également qui avait son époux dans un stade très avancé, et elle s'était donnée comme mission, elle voulait absolument aider son mari à entretenir ses capacités, sauf qu'elle appliquait ses consignes de façon extrêmement dure, avec ses 2 filles d'ailleurs, et on a eu des scènes assez inquiétantes parce que le monsieur est allé dans des accès de violence à l'encontre de son épouse jusqu'à des tentatives de strangulation. Donc on a bien sûr, le médecin traitant a demandé une hospitalisation en UCC, en unité cognitivo-comportementale, pour comprendre ce qui se passait. Et là, le monsieur était épanoui, détendu, il participait aux activités, il disait même quelques mots. Et en fait, la difficulté, c'est qu'il y avait un décalage fort entre ce que cette épouse voulait faire pour aider son mari et ce qui se passait en centre hospitalier. Eh bien, c'est là aussi la rencontre de ces 2 observations, si vous voulez, et la dame a été ouverte au dialogue, a permis d'orienter vers une association d'aide aux aidants qui a pu reprendre les choses. Mais voilà, la première question pour moi, est-ce qu'une auxiliaire de vie, est-ce qu'on peut considérer ça comme une expertise en soi? Et est-ce qu'elle est prise en compte? Et dans le deuxième cas, est-ce qu'on peut travailler à cette rencontre des expertises? Merci beaucoup. Alors, je suis sûr qu'Alice Casagrande aura beaucoup de choses à dire aussi sur cet hommage rendu aux auxiliaires de vie, aux aides-soignantes. Il y a 2 choses que je retiens si j'essaie de résumer ce que vous dites. C'est qu'on est face à des maladies particulièrement complexes, avec énormément de dimensions qui sont en interrelation. On a donc besoin d'une expertise multidimensionnelle. Moi, j'irais peut-être même encore plus loin. On a besoin d'un bon outil d'évaluation multidimensionnelle partagé par les uns et les autres. Dominique Somme le dit souvent, Valérie Serraz aussi. On a besoin de ça, on a besoin d'un outil solide qui permette de les réunir. Après, ce que vous dites aussi, je crois qu'il est important à entendre, vous n'avez pas trop utilisé le mot besoin, vous avez utilisé le mot attente ou souhait, et de ce fait, vous ne réduisez pas la personne, même malade, même avec des incapacités importantes, à n'être
qu'un être de besoin, mais vous reconnaissez, vous soulignez, et c'est ça peut-être aussi que les auxiliaires de vie à proximité peuvent voir, c'est une attente, une aspiration, un souhait de vivre dirigé vers quelque part, où là on a une attention à l'autonomie de la personne qui va bien au-delà du recueil de son consentement, qui est beaucoup plus global, beaucoup plus épais. Et donc, voilà, comment je mets en relation les deux. Cet outil multidimensionnel, il va bien falloir un jour qu'on ait le courage de s'en doter et qu'on on avance sur cette question. Alors, je vais tout de suite me tourner vers Viviane Noël. Viviane Noël, vous êtes psychologue. Vous travaillez dans le service du professeur Jean-Luc Novella, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais qui s'en excuse et qui vous salue et auquel nous tenons beaucoup. Vous travaillez à la fois donc au CHU de Reims et au CM2R. Et vous avez particulièrement travaillé cette question du savoir des patients, de leur encapacitation, de leur montée en compétence sur leur propre pathologie, à la fois par des groupes experts, des groupes de patients experts. Et c'est surtout ce point-là qui m'a particulièrement intéressé dans ce que vous nous avez dit en préparant la table ronde, une forme d'adaptation de l'éducation thérapeutique au contexte Alzheimer. Est-ce que vous voulez bien nous en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Donc, déjà, pour parler de ces deux activités, ces deux types d'activités, je pense qu'il faut aussi s'interroger sur la rencontre princeps entre le patient et le médecin, c'est-à-dire la question du diagnostic qui a été émis, notamment la question de la sémantique du diagnostic, c'est-à-dire que le dialogue qui va s'établir entre une personne et un système de soins va être déterminé en partie par ce moment de l'annonce diagnostique. Qu'est-ce qui a été dit au cours de ce moment particulier? Quel est le contenu de l'information? Comment cela a-t-il été dit? Quels sont les mots qui ont été utilisés? Et comment cela a-t-il été compris par la personne? Ici, il y a une notion de filtre et de ce qu'on peut appeler les mécanismes de défense, si on part du principe inconscient, ou des stratégies d'adaptation, c'est-à-dire les mécanismes de coping, des stratégies conscientes de comment faire face à un événement stressant et, en d'autres termes, une mauvaise nouvelle. Donc il s'agit en fait ici pour un médecin de trouver un équilibre entre ce qui va être dit, entre ce qui va être non dit, en fait un équilibre entre sentence et non dit. Pour qu'une personne puisse se positionner face à un professionnel, pour qu'il puisse exprimer ses besoins, ses attentes, je pense qu'il est nécessaire au départ qu'il puisse entendre et intégrer ce qui le touche. Donc cette information, elle ne peut pas être standardisée. Elle vient rencontrer une personne qui n'est pas vierge de toute connaissance, elle vient rencontrer une personne qui est porteuse d'une histoire personnelle, avec des croyances, des convictions, des émotions, et donc cette information diagnostique, elle ne saurait être unidirectionnelle. C'est-à-dire qu'elle se base sur un dialogue entre le malade et son médecin, dans lequel le dernier doit pouvoir entendre et prendre en compte ce que lui dit le premier. Donc cette information médicale, c'est une information mutuelle, à mon sens. Le diagnostic, dans cette optique, c'est une co-construction. Et elle ne saurait être brute, elle doit tenir compte de la demande du malade, de son état psychologique. Donc l'idée ici, c'est d'offrir à l'autre un espace où il puisse évoquer sa situation, sans craindre un effondrement psychologique de sa part, et non une simple transmission d'informations, du haut vers le bas, du médecin vers le malade. Alors, petite aparté, mais c'est vrai que l'apparition d'Internet, notamment l'Internet 2.0, c'est-à-dire les blogs, les forums, les réseaux sociaux, il a introduit une triangulation dans cette relation duelle entre un malade et un système de soins, qu'il faut aujourd'hui prendre en compte et qui peut parfois être un frein à une information qui serait contenante et personnalisée, puisque la personne souffrante a par ailleurs accès à une mine d'informations qui n'est ni triée, ni personnalisée, ni choisie. Donc voilà, pour conclure sur ce préambule, pour informer, il s'agit en fait d'épouser la situation de l'autre en cherchant à comprendre avec mesure et empathie ce que le patient vit de sa situation ou encore ce qu'il souhaiterait savoir de son état. À partir de ça, afin de recueillir l'expérience de la maladie par ceux qui la subissent,
en retirer une expertise, nous avons, sous l'impulsion de la Fondation Médéric Alzheimer, mis en place des groupes de patients experts, donc, qui se sont concentrés sur 3 centres, Reims, Paris et Nice. Et ces groupes fonctionnent un petit peu comme des panels dans lesquels les personnes qui les composent sont interrogées sur leurs besoins et leurs attentes, notamment au niveau de leur quotidien, de l'aide qu'on peut leur apporter, de comment un médecin serait censé se comporter face à lui. Et ce groupe se déroulait sous un format de groupe de discussion avec des questions ouvertes et réunissait entre 5 et 10 personnes qui étaient donc considérées comme des personnes expertes de leur propre maladie. Alors, au niveau eh bien, de ce qu'on peut en retirer, en termes de ce qu'on en ressort, il en est ressorti que eh bien, l'information délivrée par le médecin sur la maladie et son évolution est quelque chose de fondamental pour ces personnes interrogées. Justement, c'est ce que je disais en préambule, la qualité de l'information diagnostique, eh bien, de ce qu'on est amené à dire ou ne pas dire. Et, les personnes interrogées mettaient ça au premier plan. Elles estimaient que ce temps était trop court, alors soit trop court, soit trop peu nombreux, c'est-à-dire qu'il y avait une seule entrevue qui n'était pas suivie d'effets. Ce qu'il en ressort également, c'est que la crainte de la perte d'autonomie chez ces personnes est le ressort essentiel du refus d'introduction d'aide extérieure. C'est-à-dire que ces personnes nous ont appris que les comportements d'opposition à l'introduction d'aide extérieure étaient particulièrement dus à une crainte de la perte d'autonomie. Autre élément, c'est que le recours à un proche en cas de perte d'autonomie est privilégié par rapport au recours aux professionnels, dans la mesure où ceci est possible. Donc voilà ce qui ressortait un petit peu de ces groupes qui ont été mis en place. Mais pour ma part, il faut intégrer ces groupes à une autre pratique qu'on appelle l'éducation thérapeutique, qu'il me semble serait intéressant d'adapter aux maladies neuroévolutives. Mais justement, en quelque sorte, mixer un petit peu ces groupes experts avec les pratiques de l'éducation thérapeutique, dans le sens où l'éducation thérapeutique, à mon sens, est justement unidirectionnelle. On apprend à un malade, à une personne qui a une maladie, et à son entourage à gérer une maladie. L'idée de la mise en place de ces groupes, que l'on peut appeler éducation thérapeutique, mais qui aurait un plus, ce serait de mixer cette approche de groupe expert pour aboutir, si vous voulez, à en fait, ne pas être unidirectionnel et pouvoir intégrer les savoirs du patient, de son entourage et les éléments de l'éducation thérapeutique que l'on connaît traditionnellement. Merci beaucoup. Alors, je crois que François Braun-Lanchard, qui s'exprimera tout à l'heure, sera évidemment sensible à ce que vous venez de dire, puisque il a toujours milité pour une information diagnostique progressive, individualisée et accompagnée. Et ce que vous dites sur le soutien post-diagnostic et sur le temps du diagnostic qui est long est important. À l'Espace éthique Île-de-France, c'est aussi une idée qui nous est chère. Et Emmanuel Hirsch fait souvent la distinction entre annoncer le diagnostic et énoncer ce qui est en train de se passer. Je ne vais pas redire ce que vous avez dit très bien. Je note quand même que ça suppose quand même qu'il y ait eu une information diagnostique, qu'on ait dit quelque chose à la personne sur ce qui lui arrive. Si on ne lui dit rien, c'est quand même difficile de faire d'elle un patient, que vous l'appeliez expert ou je ne sais quoi, mais un patient qui change un peu de statut. Et en même temps, Émilie Hermand nous l'a dit aussi de nombreuses fois, ça suppose aussi que cette annonce diagnostique, elle n'éteigne pas la personne, qu'elle lui laisse un futur possible, qu'elle n'éteigne pas le futur et qu'elle laisse encore quelque chose qu'on puisse imaginer et quelque chose qui puisse se passer derrière. Donc, merci à tous les quatre. Je voudrais
On va relancer la discussion et je voudrais qu'Alice, puisque vous avez fini par un exemple, nous dise dans un instant 2-3 mots d'une expérience canadienne qu'elle a observée récemment. Je voudrais aussi qu'on dédie, si vous en êtes d'accord, cette séquence à Monsieur Laurin, au docteur Laurin, qui était pour le coup un médecin humaniste que j'ai pas eu la chance de connaître, mais dont l'équipe à l'Espace Éthique se souvient, qui a fait un doctorat d'éthique, et on est très heureux de dédier cette séquence. Il est dans nos pensées. Alice, est-ce que tu veux bien, puisque tu voyages et que les expériences internationales sont instructives, nous dire peut-être un peu qu'est-ce que c'est que ce programme des mentors de santé que tu as observé à Vancouver, si je me souviens bien. Oui, tout à fait. C'est à Vancouver, en effet. C'est une expérience qui dure depuis 10 ans et qui est conduite, si le savoir expérientiel et sa traduction en formation vous intéresse, forcément vous l'avez lu, hein, c'est Angela Toll qui pilote cette expérience. Donc elle est conduite à l'Université de médecine de Colombie-Britannique depuis une dizaine d'années. En fait, Angela Toll a derrière elle 20 ans de travail sur la décision partagée. Et ce travail consistait à essayer d'adapter la pédagogie pour les médecins, pour qu'ils soient plus capables de partager la décision avec les patients. Et quelles que soient les initiatives qui étaient prises, l'enthousiasme des étudiants, on aboutissait à des entretiens thérapeutiques, des colloques singuliers qui montraient très très bien, malheureusement, des heures et des heures d'enregistrement que les médecins ne partageaient pas du tout la décision. C'était pas une question de malveillance, c'était pas une question de mauvaise volonté, mais ça ne se faisait pas. Et son constat, à partir de ses recherches, a été de dire, en fait, pour partager la décision, que ce soit en travail social ou en médecine, il faut considérer qu'en face, on a un savoir d'une égale légitimité, d'une égale validité. Comment va-t-on considérer qu'on a face à soi une personne qui a un savoir d'égale légitimité? Il faut l'avoir eu comme prof. Et donc, Angela Toll, depuis 10 ans, elle a mis en place un système de mentorat dans lequel des étudiants, et on retrouve cette interdisciplinarité dont il a été question, des étudiants en médecine, en pharmacie, en kinésithérapie, en ergothérapie, des étudiants sages-femmes, infirmiers, et j'en passe, et des meilleurs pharmaciens également, apprennent en première année, donc tous ces étudiants apprennent en première année de leurs études, de manière interdisciplinaire, à la fois ce que c'est que ces autres professions et ce que c'est que la vie avec la maladie ou avec un handicap. Ils sont réunis 7 fois pendant leur première année d'études autour d'un tuteur. Et ce tuteur est soit en situation de handicap sévère, soit en situation de maladie chronique. Vous avez des malades de Parkinson, vous avez des personnes qui ont un diabète, vous avez des personnes qui ont une maladie rénale chronique, mais vous avez aussi un binôme d'une mère de 50 ans et son fils schizophrène de 22 ans. Une mère de 40 ans et sa fille qui est atteinte de pathologie chronique de 8 ans. Il y a 40 tuteurs bénévoles qui, comme ça, vont rencontrer les étudiants pendant 1 an au cours de 7 soirées. Au cours de ces 7 soirées, ils vont investiguer, avec l'aide de leur tuteur, qu'est-ce que c'est la maladie, qu'est-ce que c'est l'aménagement d'un domicile, qu'est-ce que c'est les obstacles dans la rue, qu'est-ce que c'est les représentations, les stigmatisations, etc., etc. Et ces étudiants, donc depuis 10 ans, naturellement, le programme est évalué, ont sur la maladie et sur le savoir du patient un regard radicalement différent, transformé à jamais, en fait, parce que parmi les profs qu'ils ont eus, ils n'ont pas eu que des patients et des aidants, mais ils ont eu aussi des patients et des aidants, et donc pour eux, les savoirs académiques, les savoirs professionnels et les savoirs des aidants et des patients sont d'égale légitimité, et c'est un travail absolument éblouissant que fait Angela Toll là depuis une dizaine d'années. Et en France, naturellement, il faut que là où on commence à réfléchir à ces questions, et c'est un petit peu partout, que ce soit dans le travail social ou en médecine, on s'inspire de telles initiatives. Merci beaucoup. Comme vous le savez, c'est la 9e université d'été. Pour la première à Aix, Emmanuel et moi avions eu un petit peu à lutter pour faire entendre la parole des personnes. Mais Blandine Prévost était venue. Depuis, de nombreuses personnes qui sont venues à la tribune dans cette matinée de transfert de savoir. On pourrait citer Émilie Herman, Daniel Vilchien, Jean-Paul Wagner. Je pense aussi aux aidants, ou en tout cas aux aimants qui aident, n'est-ce pas Catherine Olivet, n'est-ce pas Philippe de Linares. Tout ça pour dire que donner la parole
parole est important, mais cette parole, il faut en faire quelque chose. Sinon, c'est une espèce d'éthique compassionnelle. On vous donne la parole à un moment, mais une fois que cette parole est là, qu'est-ce qu'on en fait? Quelles conclusions on en tire? Quelle action on appuie dessus, que ce soit dans la clinique ou que ce soit un plan plus politique. Avec Jean-Luc Noël ici présent, nous aussi, on avait essayé de faire des groupes un peu innovants que vous pouvez voir dans un film qui s'appelle La parole contre l'oubli. Je sais qu'à l'Institut de la maladie d'Alzheimer, à Marseille, il y a des choses analogues. Tout ça pour dire que qu'est-ce qui fait ce lien finalement et cette notion d'expérience? Je pense que être malade et être aidant, ce n'est pas une essence. On a parfois tendance à les essentialiser, ces positions. Être malade ou être aidant, c'est pas une essence. C'est d'abord, pour le coup, une expérience. C'est quelque chose qu'on vit, que nous tous dans cette salle, nous avons vécu ou nous vivrons. Nous serons tous, à un moment donné, des malades, d'une maladie grave, on ne se le souhaite pas, ou d'une maladie moins grave, aiguë ou chronique. Nous serons tous, ça pour le coup, on peut en être sûr, à un moment ou à un autre, des aidants. Donc n'essentialisons pas cette position, essayons de la penser justement comme une expérience. Demandons-nous, quand nous serons dans cette situation-là, vers quelle expertise, avec quelle confiance on aura envie de se tourner. C'est un peu, si j'essaye de faire la synthèse de ce que tous les quatre vous avez dit avec beaucoup de passion, la synthèse de cette table ronde. Je vous demande d'applaudir nos 4 intervenants. Merci beaucoup.